crois il s'est posé un problème de gestion, puisqu'il s'agit d'une crise. Il s'est posé un problème de gestion de cette crise-là. Comme vous avez dû l'entendre, les détenus ou les prévenus de la crise du nord-ouest et du sud-ouest se sont levés ce jour-là et ont posé le problème de la longueur des procédures judiciaires qui les concernent. Et même les autres détenus qui se sont joints à eux par la suite, et on l'a vu à travers les déclarations du vice-président du MRC dans ce pénitencier, étaient de nature à poser toujours ce problème-là, c'est-à-dire la longueur des procédures judiciaires, les lenteurs judiciaires, pour parler autrement. Mais, à la surprise générale, le ministre de la Justice, qui était directement interpellé par ces revendications-là, n'a jamais mis les pieds à la prison. Alors, on a plutôt vu le préfet prendre les choses en main, mais aussi c'est un responsable de l'administration pénitentiaire qui dépend du ministère de la Justice, mais qui n'adresse pas les questions liées au service de la justice qui sont déployés, mais les manifestants voulaient discuter avec le ministre de la Justice et jusqu'à la tombée de la nuit, le ministre ne s'est pas signalé pour discuter avec eux de ces questions-là. Et un autre fait s'est ajouté à la situation, à savoir le fait que les quartiers dans lesquels sont gardés les détenus les plus dangereux, notamment un quartier qu'on appelle le Kosovo, ont été ouverts. Donc des prisonniers dangereux se sont retrouvés dans la grande cour et ces derniers ont décidé d'aller agresser des hautes personnalités dans les quartiers où on loge des hautes personnalités, les quartiers VIP, et d'aller piller, d'aller voler. Ils avaient aussi pour projet d'aller probablement violer les femmes dans le quartier des femmes. Heureusement, là-bas, il y avait un cordon de sécurité. Et donc, c'est probablement, selon les informations de Kalara, c'est ces bandits, ces personnes gardées dans les quartiers où on retrouve des personnes dangereuses qui auraient incendié donc, tous les dégâts qu'on a pu noter, la bibliothèque, la salle informatique, la salle de couture, les bureaux du médecin ou du responsable de la discipline. En tout cas, ils étaient animés par une volonté de piller, de voler, et voilà comment les revendications sur le terrain de la qualité du service de la justice se sont muées en une insurrection, en une émeute pour laquelle donc les pouvoirs publics ou bien les forces de l'ordre ont dû faire usage des armes pour obtenir que le calme revienne dans la prison. D'abord, il faut noter que depuis que l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la Justice, ce qui s'est traduit par une réorganisation gouvernementale et la création d'un secrétariat d'État chargé de l'administration pénitentiaire à l'intérieur de ce ministère-là, le titulaire du poste, c'est-à-dire le ministre titulaire, qui est le ministre Laurent Nissot, n'a pas souvent montré en fait, c'est pas un homme de terrain. On le voit sur le terrain politique quand il faut parler du RDPC très souvent, mais les images le montrant sur le terrain dans des prisons sont des images qui sont très très rares. Et à notre connaissance, il s'est rendu par exemple à la prison centrale de Kondengui, qui est dans la capitale une seule fois, et cela parce que c'était une instruction du chef de l'État par rapport à un problème qui concernait Maître Lydia Neyoum à l'époque où elle était encore gardée dans cette prison. Donc il y a d'abord cette attitude personnelle du ministre d'État vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, mais il y a comme aussi une forme de démission. Il y a une forme de démission parce que on a bien vu que ses propres collaborateurs n'étaient pas, comment je vais dire ça, c'est pas eux qui coordonnaient les actions autour et à l'intérieur de la prison par rapport tout au long de cette émeute du 22 juillet. Et si le secrétaire d'État
à l'administration pénitentiaire n'est pas descendu dans ce pénitencier, alors que les manifestants avaient effectivement besoin, ils avaient revendiqué, et cela avait été relayé dans les réseaux sociaux et tout le monde était au courant. Ils avaient besoin de discuter avec le ministre de la Justice, c'est que le ministre de la Justice a refusé. Et ça, c'est une attitude qui est liée, me semble-t-il, une fois de plus, à sa propre attitude. Vous savez, quand la crise anglophone a commencé, ça avait commencé par une grève des avocats, et les avocats avaient essayé de le rencontrer, et il avait eu exactement la même attitude. Donc c'est un style de gouvernance qui a conduit ça. Et pourtant, il apparaît, au vu d'un certain nombre de réunions organisées par le ministre et présidées par lui-même, le ministre d'État de la Justice, que ça fait 4 ans au moins que les problèmes qui ont conduit à l'émeute de la semaine dernière, du 22 juillet, étaient connus, que ces problèmes-là étaient connus depuis 4 ans, depuis 2015. Au cours des différentes réunions des chefs de cour, c'est le plus grand conclave regroupant les très hauts magistrats en charge de ces questions-là, regroupant donc les chefs de cour. La question de la surpopulation carcérale avait été posée. Le problème du risque de radicalisation des prisonniers de droit commun au contact des prisonniers politiques ou des prisonniers poursuivis pour des questions de terrorisme avait été identifié. Et ces questions-là sont venues de manière récurrente. Et vous savez qu'entre-temps, on a eu un nouveau code pénal qui a institué des peines alternatives, mais que ces peines-là, qui devraient donc contribuer à diminuer la pression dans les prisons, la pression démographique dans les prisons, ne sont pas, on ne peut pas y recourir parce que jusqu'à présent le texte qui indique ces peines-là n'a pas été voté. On peut je pense qu'on peut logiquement dire que il y a un réel problème de gouvernance. Le problème était identifié et je peux dire des recommandations ont été données, y compris par le ministre d'État lui-même à ses collaborateurs, mais rien n'a changé. Même l'application du code de procédure pénale qui indique qu'une personne qui est poursuivie pour un délit, mais qui justifie par exemple d'un domicile ou qui peut présenter un garant ou payer une caution pour éviter d'aller en prison, d'être détenu de manière provisoire, qu'on puisse permettre à cette personne-là d'accéder afin de rester en liberté. Donc ces dispositions-là, jusqu'à présent, ne sont appliquées que de manière parcimonieuse, donc contribuant à à la surpopulation carcérale. Donc c'est véritablement un problème de gestion du secteur de la justice, c'est-à-dire la façon dont la justice est faite, les enquêtes, les jugements, les procédures qui s'éternisent, mais aussi de la gestion de l'administration pénitentiaire, à savoir le fait de mettre des prisonniers de droit commun au contact des prisonniers politiques, qu'on le veuille ou non. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et je pense que le ministre d'État qui devrait résoudre ces problèmes-là savait très bien que je crois que lui-même n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que cette situation-là n'explose pas, et raison pour laquelle il est resté en retrait. Il est resté en retrait par rapport à ce qui se passait le 22 juillet.